Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier podcast de l'année 2023. Et dans ce podcast, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé au cours de cette saison 2023 et ses principaux acteurs. Comme on le fait traditionnellement à chaque fin d'année sur le forum du groupe Eto, on organise durant tout le mois de novembre une série, on a eu une bonne trentaine, peut-être même un petit peu plus, d'awards, des récompenses pour désigner le meilleur coureur, la meilleure coureuse, la meilleure équipe, la meilleure course, etc. de l'année, de la saison. Et justement dans ce podcast, on va parler un peu de ça, revenir sur les coureurs et les coureuses qui ont marqué la saison, autour de 5 grandes catégories, le français de l'année, la française de l'année, le coureur de l'année, la coureuse de l'année, et enfin, de manière un peu plus globale, la révélation de l'année également. C'est un débat qui est ouvert également sur le forum, n'hésitez pas à venir voter, participer, échanger, on vous mettra le lien pour participer bien évidemment, c'est ouvert jusqu'à la fin du mois de novembre. Nous on se concentre donc sur ces 5 catégories avec nos 3 consultants du jour. Johan pour commencer, salut Johan. Salut Mathieu. On est aussi avec Anselme, salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et on complète l'équipe avec Geoffrey, salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Voilà, vous connaissez le programme, attention au départ à Chasse Patate, c'est parti. Alors donc comme je l'ai dit dans l'introduction, on va commencer par la catégorie du coureur français de l'année, on va se concentrer sur les hommes pour commencer, on évoquera les coureuses françaises ensuite. Alors au niveau de l'organisation, on va faire simple, vous me donnez chacun votre tour, votre vote, votre choix, et ensuite, quand on aura les choix de vous trois, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur les raisons qui vous ont poussé à choisir tel ou tel coureur. Johan, tiens, pour commencer, quel est pour toi le coureur français de l'année ? Le choix c'est évident, c'est Christophe Laporte. Anselme ? Moi je mets Thibaut Pinot. Ah, vachement évident, Johan, t'as vu ça ? On y reviendra. Et Geoffrey, pour compléter ? J'ai failli hésiter avec Valentin Madouas, mais Christophe Laporte. De Christophe Laporte contre un Thibaut Pinot, Anselme est un petit peu en minorité. Alors, Johan, je vais te laisser commencer sur Christophe Laporte. Tu disais un peu évident. Bon, c'est vrai qu'un coureur français qui remporte le championnat d'Europe, par exemple, c'était jamais arrivé. Oui, puis au-delà du championnat d'Europe, surtout Grand V Game par exemple, ce qui est quand même des classiques majeurs, une très très grande course dans l'histoire du cyclisme. Le choix de Christophe Laporte, c'est de faire le choix de la victoire, du cyclisme qui gagne, et pas du cyclisme avec des supporters où on passe en tête au milieu de l'étape, tu vois. Donc non, je choisis ceux qui gagnent, tu vois. La France qui gagne. Non, et puis pas mal de courses aussi d'étapes, des étapes sur le Dauphiné, présence un peu partout toute l'année, très costaud un peu toute la saison, à travers la Flandre aussi. Mine de rien, juste avec sa saison, je pense que, parce que les Français sont de manière générale dans l'histoire très nuls sur les Flandriennes, c'est sans doute maintenant une de nos références de tous les temps sur les Flandriennes, Christophe Laporte. Il lui manque à gagner un Tour des Flandres, un truc comme ça, mais je pense que ça n'arrivera pas parce que devant, il y a 2-3 coureurs qui sont un peu intouchables. Mais s'il a cette référence-là, ce sera clairement un des plus gros Français sur les classiques belges. Oui, c'est sûr qu'il est en train de se constituer un sacré palmarès depuis son départ de Cofidis vers Jumbo-Visma, qui s'appellera d'ailleurs l'an prochain Visma Lease a Bike. Christophe Laporte, très costaud, très solide, qui est d'ailleurs à égalité en termes de nombre de victoires côté français avec Rémi Cavagna et Romain Grégoire, 5 victoires chacun. Mais bon, Christophe Laporte, c'est quand même... Oui, c'est pas la semaine copiée Bartali, oui. Oui, non, voilà. C'est un des Français qui a gagné le plus de courses ex-aequo. Il a absolument pas gagné dans le circuit continental ou dans les Pro Series. Ah, tout à fait. Faut dire qu'aussi, il fait partie de ces coureurs, Jumbo-Visma est habitué à cela, de relativement peu courir sur les courses du calendrier continental. Il y a eu quelques courses, notamment en fin de saison. Et en plus de ses victoires, il fait aussi de la saison de classique à la française, présent qui gagne pas.
quoi, comme le podium à l'Omloop, le top 10 dans Paris Tour, pas loin du top 10 à Milan-San Remo. Toujours des pépins dans Paris-Roubaix, parce que visiblement, il peut pas en faire un propre du début à la fin. On se demande ce qu'il va nous faire l'année prochaine. Bon, faut bien rappeler qu'il est français, quoi. C'est ça. Est-ce à dire qu'un bon français est un français qui ne gagne pas trop? Voilà, ce qu'on veut maintenant sur le Tour des Flandres, c'est pas qu'il gagne, c'est qu'il soit en tête pour la gagne, mais derrière, il y a son DS dans les oreillettes qui lui dit ralentis, il y a Wout van Aert qui va miner tout le monde au sprint juste derrière. Bon, lui, si on lui dit si on lui dit ça dans la dernière ligne droite, il y a quand même du temps pour que Van Aert revienne, hein, pour le coup. Ça devrait aller. Anselme, tu étais le seul à ne pas citer Christophe Laporte. Johan, sous-entendait que c'était un peu plus le choix du cœur, Thibaut Pinot? Non, pas forcément. Déjà, j'ai envie de dire, il a dit que c'est la France qui gagne, mais par définition, la France ne gagne pas. Donc, de fait, le Français de l'année ne peut pas être un gagnant. Et ensuite, il y a un vieil adage qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Alors, certes, Laporte a gagné, mais il ne peut tirer gloire de ses succès. Ah oui, genre le championnat d'Europe face à Wout van Aert et Olaf Koy. Quand Wevelgem, il lui a été donné par Van Aert. Le Dwars Vlaanderen, il gagne en sortant devant un peloton amorphe et il gagne devant Oyer Lascano qui a fait toute la course devant. C'est pas tout à fait le même souvenir que j'ai de la course. Hein. Il place une mine à 5 bornes devant un petit groupe. Le Dauphiné. Sur le papier, très joli. Mais enfin, 2 victoires au sprint, c'est devant Matteo Trentin. Matteo Trentin qui n'avance pas. Et sur l'étape où il fait 4, il est battu au sprint par un Alaphilippe en bout de course, Carapaz, le grand sprinter, et Tesfacion. Donc, bon, c'est sympa, ça fait un beau palmarès. Enfin, pas de quoi là pouvoir flamber partout. Et enfin, le championnat d'Europe, on a quand même, certes, il gagne devant un Van Aert qui s'écroule à 3 mètres de la ligne. On ne comprend pas. Un Deli qui se sacrifie alors qu'il l'aurait bouffé tous les jours. Et bon, Cole, j'étais là, certes. Mais enfin, ces 2 coéquipiers derrière, on se demande. Alors, face à ça, qu'est-ce qui nous reste en français? Eh bien, Thibaut Pinot, celui qui a rassemblé le monde, celui qui nous a fait vibrer. Alors, certes, il n'a pas gagné, mais il a fait pas mal de fois deuxième, ce qui est pas mal. Alors, ensuite, ce qui est très français. Tu rappelles pas les noms de qui il a fait deuxième, hein, parce que... Erner Rubio, grimpeur colombien, grinta énorme. Et après, Filippo Zana, champion d'Italie en titre sur son tour national. Le bonus national, forcément, il peut rien faire. 5e du Giro à la pédale, 5e du Tour de Romandie à la pédale, battu... 2e du Tour du Jura à la pédale. Alors, Kevin Vauquelin, un Français qui gagne, ça c'est rare. Certes, j'exagère un peu sur Laporte, qui fait, cela dit, une très bonne saison, mais Thibaut Pinot, pour ce qu'il a fait dans sa carrière, pour ce qu'il est, et la saison qui sort après, globalement, des saisons difficiles, pour moi, le sportif et l'extra-sportif font que c'est pour moi le Français de l'année. Hein, on a tellement parlé de lui, il a tellement dépassé le monde du cyclisme qu'il s'impose un peu comme un choix tout aussi naturel que Christophe Laporte, qui fait évidemment une très jolie saison. Bon, tu fais bien de le rappeler, parce que j'ai senti une pointe de mauvaise foi auparavant. Jamais. Après, c'est vrai que Thibaut Pinot a forcément marqué les esprits. D'ailleurs, bon, pour l'anecdote, hein, c'est pour ça que on a décidé sur le forum de décerner 2 prix du retraité de l'année. Le retraité de Mélisée et le retraité hors Mélisée. Parce que sinon, on connaissait déjà le vainqueur. Johan Geoffrey, il y a un côté où Thibaut Pinot, l'année qu'il fait, ça lui permet de vraiment partir en beauté. Et presque, on s'attendait peut-être plus à ce qu'il arrive à revenir à un tel niveau. Bah, mine de rien, il fait un de ses meilleurs résultats sur un grand tour de toute sa carrière. Il fait son meilleur entraînement Giro au Tour de France de sa carrière, le seul qu'il a réussi d'ailleurs, globalement. Et il fait une très 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 bonne saison. Il fait un gros paquet de top 10 sur ses courses. Il passe souvent du top 10 sur toute la première moitié de saison. Donc, mine de rien, c'est une saison qui est... En vrai, c'est une très très bonne saison sur le plan sportif. Et effectivement, le moment de l'année cycliste, c'est avec lui, c'est dans le petit ballon. Mais... Et ça restera, et c'est une porte de sortie incroyable. Donc c'est en termes de sortie, c'est dommage qu'il n'y ait pas la victoire d'étape sur le Giro, mais c'est une très 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 belle sortie. Ouais, puis il finit avec cette image au petit ballon, et aussi il monte sur le podium final du Giro avec le classement de la montagne. Ça permet de bien boucler la boucle avec le Giro qui lui tenait à cœur. Il n'avait pas pu monter sur le podium en 2018. Là, il a réparé, même si c'est entre guillemets que avec le classement de la montagne.
ça reste un très bel accomplissement, évidemment. Puis bon, on va dire que pour Anselme, c'est un peu le prix pour l'ensemble de la carrière de Thibaut Pinot, quoi. Oui, voilà aussi, forcément. Forcément. Geoffrey, pour revenir sur Christophe Laporte, Timo, est-ce que toi tu as voté également Christophe Laporte? Si on revient à un côté plus rationnel, Anselme s'est permis de commencer en citant Corneille, mais moi j'ai corrigé sa phrase en disant qu'à vaincre son péril, on triomphe quand même. et voilà quoi. Il gagne une belle classique flandrienne, une belle semi-classique, il est champion d'Europe, il gagne 2 fois sur le Dauphiné. Voilà quoi. Même ses places d'honneur, elles ont de la gueule. Donc non, il fait une saison énorme. Pour un mec qui n'est pas leader la plupart du temps en plus, c'est quand même un excellent bilan. ouais, c'est à se demander ce qu'il serait capable de faire en étant leader, sans avoir Van Aert dans les Mais pattes. c'est vrai qu'il y a des discussions, justement, est-ce qu'il ne faut pas que Jumbo fasse de Laporte un co-leader pour essayer de piéger Pogacar et Wout van Aert. Donc c'est quand même que il est en train d'acquérir un statut de ce type-là, quand même. Bon, après, s'il fait bien l'équipier, regarde ce qu'ils font sur les grands tours, t'as un Sepp Kuss qui se retrouve à gagner la Vuelta, donc au bout d'un moment, ça permet à tous les autres de gagner des courses. Il va s'accumuler un beau petit palmarès, même en restant équipier. Non, après, Ça a déjà commencé avec Gant-Wevelgem. Enfin, il gagne de la même manière que Kuss. il gagne Gant-Wevelgem de cette manière-là parce qu'il y avait eu l'inverse avant. Bah, comme pour Kuss. Parce que Kuss, il a tellement bossé pour ses leaders qu'on lui a donné la Vuelta. Et là, Ouais, pareil, non, mais- ils arrivaient, ils faisaient un sprint entre les deux. Je pense que Laporte, il faisait 2. Bah, c'est pas sûr, parce qu'il a déjà battu Wout van Aert sur des sprints. Et Wout van Aert perd souvent ses sprints. Bah, c'est surtout que cette saison, il fait souvent 2. Non, mais ce duel, enfin ce final à 2 où Van Aert laisse la victoire à la porte, ça fait aussi écho à Ralbeke l'année dernière, où ils finissent à 2 et où Laporte joue pas l'étape à Van Aert. On n'est pas non plus dans une victoire juste en cadeau comme ça, t'es sympa coéquipier comme il a vu à Paris-Nice. Comment Oui, dire, c'est un petit niveau au-dessus, c'est quand même Gant-Wevelgem, une des grandes classiques de la saison. Même si voilà, il n'y a pas eu de bataille finalement entre les deux. Bon, il fallait quand même, il fallait quand même faire le boulot avec Van Aert, quoi. Et après, justement, pour la saison prochaine, par exemple, est-ce que justement, il peut pas profiter d'une stratégie d'équipe pour aller chercher une grande course, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, une petite stratégie d'équipe du côté de la Visma? Le coéquipier devant en relais, là, tu vois, et qui attend jamais et qui va chercher la victoire. Non, mais je sais pas, enfin, alors, j'ai peut-être des souvenirs un peu flous, mais Stein de Volder qui gagne 2 fois le Tour des Flandres alors qu'il a Tom Bonnen dans son équipe, est-ce que ça peut pas faire pareil? C'est pas. Geoffrey te dira, mais c'est pas une stratégie d'équipe. bah, effectivement, c'était pas juste un cadeau. Il y a eu des fois où comment dire, l'équipe de Lefebvre à l'époque jouait sur le surnombre, mais c'était plus sur des semi-classiques, où c'était une fois que Bonnen était bien devant, où le reste de l'équipe qui était fort et présent venait pourrir tout ce qui se passait derrière. Je pense notamment à 2012. Mais non, après, sur le surnombre, si on suppose que la Jumbo-Visma joue, la Visma quelque chose l'année prochaine, j'ai plus en tête le co-sponsor, Lise the joue Bike. sur. Bah, si on suppose qu'ils jouent sur le surnombre, en fait, ils peuvent jouer sur le surnombre avec les 7 équipiers presque. Donc, ça reste encore aussi un peu tôt pour voir ce qui va être. Mais ce qui va être compliqué sur le round 2, c'est que Van Aert n'a toujours pas gagné. Et pour le coup, il est relativement attendu chez lui, le Wout van Aert, par le public belge. Donc Étonnamment. Oui, on se doute que s'il y a un coureur qui est privilégié au sein de l'équipe néerlandaise, ça sera quand même plutôt Wout van Aert. Hein. Mais non, après, sur la saison de Laporte, comme j'évoquais au début, moi, s'il y avait eu un doute à avoir entre Christophe Laporte et un autre coureur français, ça aurait été avec Valentin Madouas, pour sa présence sur les classiques en début d'année, 5e à Liège, podium au Strade Bianche, le championnat de France au terme d'une course qui est pour moi la course de l'année. Et il gagne encore derrière, entre guillemets, c'est que la Bretagne classique, mais quand même, il rate le podium de pas grand-chose à Montréal. Enfin, c'était quand même une très très belle année pour Valentin Madouas derrière. Mais voilà, la différence, elle se fait pour moi sur les victoires de très haut niveau. Valentin Madouas allait chercher quand même ce championnat de France, cette Bretagne classique. Alors,
Ça fait que ces 2 seules victoires de la saison, mais ça reste quand même deux belles victoires. La Bretagne Classique, c'est peut-être la course World Tour la plus remportée récemment par les Français. Ça reste quand même une course World Tour, donc ça fait quand même pas mal au palmarès, surtout pour un Breton. Et puis, dans l'ensemble, c'est vrai que sa saison était quand même pas mal. C'est vrai que même moi, je me posais la question entre Laporte et Madouas jusqu'au championnat d'Europe. Bon, avec le championnat d'Europe remporté par Laporte, mon questionnement a été assez rapidement terminé, mais Madouas a été quand même aussi assez costaud. Bon, en tout cas, ça fait quand même quelques coureurs qui ont fait une belle saison. On peut préciser qu'il y a 2 Français qui ont fait des podiums sur les courses par étapes World Tour cette saison. Il y a David Gaudu et Rémi Rochas. C'est vrai que le Tour de Guangxi est une course World Tour. Et Pavel Sivakov qui fait podium à Montréal. Tout à fait. Donc, voilà. Et en début d'année, il y avait eu un autre podium français en World Tour. Hugo Page. Hugo Page. Ah oui, sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race, la course le plus courte du monde. Quand j'ai vu la tête d'Anselme, j'ai l'impression qu'il a découvert qu'Hugo Page avait fait un podium. J'ai aucun souvenir. Je me dis, attends, il va me parler d'un truc au Down Under. Je me dis, mais Cocard a gagné là-bas. Ah, j'ai toujours les boules de Dorian Godon qui a un problème mécanique dans le dernier kilomètre, hein, mais bon, ça c'est autre chose après. Bref, bon, en tout cas, il y a quand même eu de belles performances dans l'ensemble du côté de nos coureurs français, avec en point d'orgue un Christophe Laporte, champion d'Europe, une première chez les élites. Je vous propose à présent de passer à la française de l'année. On passe du côté du cyclisme féminin. Anselme, quel serait ton choix, ton vote pour la coureuse française de cette année 2023 ? Eh bien, ma méconnaissance du cyclisme féminin fait que je suis allé pour le seul nom qui est parvenu à mes oreilles au cours de la saison, et ce sera Juliette Labousse. Et une fois que j'ai regardé ce qu'elle avait fait cette saison, effectivement, c'est une belle saison qu'elle fait, et donc elle doit pouvoir mériter ce titre. Geoffrey. Juliette Labousse, oui, c'est la réponse évidente, il n'y a pas photo du tout. Maintenant, il y a quand même d'autres noms qui peuvent être cités à côté, en mention honorable derrière, et je pense à Cédrine Kerbal ou à Valentine Fortin. Avant de décerner les mentions honorables, on va finir le petit tour de table avec Johan. Est-ce qu'on va avoir une unanimité sur Juliette Labousse ? Non, mais c'est bien, on peut citer d'autres coureuses qui gagnent des courses .2. Non, mais oui, Juliette Labousse, qui est quasiment la seule Française qui a été au niveau du top mondial cette saison sur les grandes courses. Juliette Labousse qui a fait une très très solide encore cette saison, parmi les toutes meilleures mondiales, 5e sur le Tour de France, par exemple, pour... Deuxième du Giro. Deuxième du Giro également, voilà, il n'y a pas que le Tour de France dans la vie, évidemment. Ouais, il n'y a pas beaucoup de Françaises qui ont un podium du Giro sur le palmarès général de la course. Pauline Ferrand-Prévot. Ferrand-Prévot, Marsal, puis après... On a Ferrand-Prévot 2e en 2014, on a Catherine Marsal vainqueur en 1990, et c'est tout. Voilà, donc c'est la 3e Française à monter sur le podium du Tour d'Italie féminin. Donc ça reste une performance qu'il ne faut bien évidemment pas oublier. Hein. Tu fais bien de le signaler. Bon, du coup, en plus, ça fait plaisir. Ça peut faire plaisir à Anselme qu'on choisisse une coureuse qui n'a pas gagné de course cette année. Quoique si, elle était dans le relais mixte. Ouais, championne d'Europe. Championne d'Europe du relais mixte. Voilà, enfin bon. Mais du coup, moi, ma question, c'est est-ce qu'elle peut espérer mieux que podium au Giro et top 5 du Tour de France, ou elle atteint un peu son plafond Elle est jeune encore. Déjà, le plafond, il y a une partie du plafond qui est partie parce qu'il n'y aura plus Van Vleuten. Mais il y a Vollering. Oui, mais Vollering, elle ne fait pas toutes les courses. Elle est moins... Enfin, pour l'instant, elle ne fait pas les 3 grands tours. Donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement un grand tour où il n'y a pas Vollering et où tu peux aller faire quelque chose. Surtout que Labousse est très très bonne sur le côté endurance et du coup, ça marche bien sur l'enchaînement des jours de course et potentiellement sur les courses par étapes qui vont commencer à s'allonger aussi chez Fini. Donc, si on fait le Giro qui reste toujours une course où c'est assez décousu et où potentiellement le classement général évolue pas mal, ça reste une course qui convient très bien. Après le Tour de France, tant qu'il n'y aura pas plus de montagnes, ça ne sera pas forcément pour elle. Mais il y a quand même de quoi avoir de bons espoirs à l'avenir pour Juliette Labousse. Et puis elle est excellente contre la montre, donc c'est pas à l'abri qu'elle fasse une médaille sur un championnat du monde, qu'elle gagne une course par étape d'une semaine grâce à ça ou quoi que ce soit, donc ou une classique absolue. Donc il y a de quoi espérer, oui. Après au sprint, oui, c'est sûr que voilà, mais on peut pas être bon partout, voilà, forcément, mais tu parlais du contre-la-montre, Juliette Labousse qui a fini 5e des mondiaux de chrono à 10 secondes seulement de la médaille. Donc en effet, ça reste vraiment possible pour elle.
Si on fait la comparaison par rapport à 2022, ça se situe comment sa saison 2023? Un petit peu meilleure, un petit peu moins bonne, à peu près du même niveau? Moi, je trouve que c'est mieux. Déjà, enfin, au niveau des résultats, c'est mieux. Sur plein de points, on a vu qu'elle s'est améliorée. Et notamment, il y a son étape du Tourmalet au Tour de France qui est extrêmement solide dans l'attitude et dans la démarche, où c'est elle qui attaquait tout le temps et qui mettait le rythme, quoi. C'est vrai que c'était un peu la seule à prendre ses responsabilités, hein. Oui, même sur le Giro, il y a des moments où elle était tout seul à suivre Van Vleuten sur les dernières étapes. Enfin, je trouve elle prend de la confiance et de la stature, et que c'est plus juste elle est là, elle suit, elle fait sa place. Là, elle est quand même bien active. C'est pas qu'elle n'était pas forcément active avant, mais c'était plus sur les classiques, par exemple, comme sur les JO, où elle avait attaqué pour essayer d'aller chercher une médaille. Mais là, il y a une vraie stature qui s'impose et où elle est là tout le temps, elle est régulière tout le temps. Et clairement, si tu cites les favorites, maintenant, à chaque fois, tu vas la mettre dedans, quoi. Geoffrey, qu'est-ce que tu en dirais, toi, de la saison 2023 de Juliette Labousse par rapport à ce qu'elle a pu faire par le passé? Alors, rappelez que l'année dernière, par exemple, elle avait remporté une course par étapes pour le Tour de Burgos également. Bah, c'est ça, on va dire peut-être qu'il manque une victoire à un moment dans l'année, mais les fois où elle était présente, elle était plus présente que juste la place, ce que évoquait Johan juste avant. Elle avait une réelle visibilité où elle était là. Le Giro, il y a Van Vleuten qui était injouable, mais derrière, c'était la meilleure de tout ce qui restait. Il y a le Tour des Flandres qu'elle fait aussi. Comment dire, son année 2022 était vraiment, on a l'impression qu'elle passait un cap, et là 2023, le cap est vraiment confirmé, quoi. C'était pas une grosse année où elle a été là avant de retomber un peu dans le rang. Non, là, on a vraiment la confirmation qu'elle va continuer à peser dans les prochaines années, et c'est une très bonne chose parce que bah, elle a 25 ans, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça, ou depuis elle va quelques jours avoir seulement. 25 ans. Elle a 25 ans depuis quelques jours seulement. Donc voilà quoi, il y a de quoi espérer de bonnes choses pour les années à venir. Ouais, tout à fait. Il y a encore de très belles et très longues années de carrière, on suppose, en tout cas, pour Juliette Labousse à venir. Donc pas mal de belles espérances. Geoffrey, bon, comme vous avez tous les trois cité Juliette Labousse qui sort vraiment du lot du côté du cyclisme féminin français sur cette année. Tu évoquais un peu des mentions honorables. Qui d'autre a pu te marquer sur cette saison? Parce qu'on a par exemple Céline Kerbol qui a fini meilleure jeune sur le Tour de France, Victoire Berthaud, championne de France, Evita Music qui a fini dans le 6ème je crois de la Vuelta, et d'autres encore peut-être. Ouais, après, je suis pas spécial. Il y a Victoire Berthaud forcément, mais après, c'est pas les coureurs sur lesquels je vais être le plus objectif si je cite elle ou Valentine Fortin, vu que, Elles comment viennent de la dire, piste. bah, non seulement ils viennent de la piste, mais j'ai été bien présent dans les vélodromes depuis un bon moment sur beaucoup de victoires. Elle passe pas loin de titres, mais bon, il y a l'Autocopéki qui est face à elle, donc Ça fait un sacré morceau. bah c'est ça quoi. Quand tu as deux médailles d'argent au championnat d'Europe, au championnat du monde, mais que la médaille d'or c'est l'Autocopéki. Voilà, à côté de ça, elle se met à gagner de plus en plus cette saison. Mais enfin, après, voilà quoi, le fait que j'étais présent sur les courses où elle gagne, ça joue aussi sur le ressenti que j'ai par rapport à ses résultats. Mais voilà quoi, cette génération, les cinq pistards, parce que je les mets ensemble, qui ont grandi ensemble par la piste, qui ont le paroxysme, on va dire, de leur histoire commune l'année prochaine avec les JO, avant probablement pour la plupart d'entre elles s'axer un peu plus sur la route. Et voilà quoi, enfin, j'évoquais celle-là, Marie Lenette, Clara Copponi et Marion Boras qui fait ce top 5 sorti de nulle part dans Paris-Roubaix. On a des Françaises existent un peu plus. C'était un tel néant intersidéral il y a quelques années que c'est bien qu'il y en ait un petit peu qui existent, en plus de Juliette Labousse au très haut niveau. Johan, avec toutes ces jeunes coureuses françaises qui arrivent, est-ce qu'on peut vraiment dire que là on a la génération française qui est en train vraiment de monter et en train de faire vraiment sa place? Oui, oui, de toute façon, on a déjà, comment dire, toutes ces courses existent déjà pas mal en second rideau. Ça gagne des courses, ça existe sur les courses, ça reste dans les top 5, top 10, ça fait des belles choses. Après, il leur manque un peu pour l'instant de passer un stade d'un peu au-dessus, où celles qui font les courses et qui se utilisent vraiment dans les luttes pour la victoire, mais ça va venir.
comme un nombre qui fait qu'il y en a au moins 2 ou 3 qui vont finir par faire des gros trucs. Donc, faut être confiant, oui. Si on devrait résumer sur l'année 2023, c'est un bon cru pour le cyclisme français chez les femmes? Moyen. Moyen? Bah, par exemple, l'année dernière, tu as eu Audrey Cordon qui a gagné des Classic World Tour. Ce qu'on n'a pas eu cette année. Il n'y a pas de grosses victoires. Il y a des belles choses, il y a des belles places. Il n'y a pas de grosses victoires. Ouais, il manque vraiment des victoires marquantes. Donc, il manque des victoires marquantes. Il n'y a pas de victoires sur les grands tours. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de victoires d'étapes. Je sais pas s'il y a des victoires d'étapes World Tour. Enfin, des victoires World Tour tout court. Je suis pas sûr. Il me semble pas. Donc, il y a des petits manques sur ça, comme cette année. Après, on en a eu les dernières saisons, mais c'est bien que ça soit pas forcément que dans des échappées ou sur des coups un peu moins attendus. Donc, Ça va nous donner de beaux espoirs aussi pour les années à venir, avec toute cette génération qui continue de progresser. Il faudra voir tout ça, bien évidemment. Bon, après la partie coureur et coureuse française de l'année, je vous propose de s'élargir un petit peu plus et de regarder le coureur de l'année déjà, à l'échelon mondial. Geoffrey, quel serait ton vote, ton choix pour le coureur mondial de l'année 2023? Mathieu Van Der Poel. Anselme? Tadej Pogacar. Et Johan? et ben, Jasper Philipsen. Ah, un peu de nouveauté, on change un petit peu. Jasper Philipsen, qui est le coureur qui avait d'ailleurs le plus gagné sur cette saison, je crois, avec quelque chose comme 19 victoires de tête. On y reviendra, mais déjà, Geoffrey, Mathieu Van Der Poel, pourquoi lui en particulier le fait qu'il ait gagné 2 monuments et un mondial, ça suffit à tes yeux? Ouais, plus. Ouais, franchement, le mec, 2 monuments championnat du monde, c'est moyen, il aurait pu gagner l'étape du Tour à la place. Hein. Alors, avant d'être sérieux sur Mathieu Van Der Poel, non, Anselme, les 19 victoires de Miguel André Lopez, ça compte pas. Hein. Non, alors, Mathieu Van Der Poel, ouais, enfin voilà quoi, il gagne Milan-San Remo, Paris-Roubaix, il est champion du monde. En plus de ça, il est champion du monde de cyclocross. On peut rajouter qu'il fait 2e du Tour des Flandres. On peut rajouter qu'il a d'autres places d'honneur dans l'année. Quand il fait quoi? 2e à Rlbeke. Il gagne le Tour de Belgique. Il gagne même une petite classique en fin d'année en décrassage avant de tester 2-3 courses sur VTT. Bon, La Super 8 ça a classique, pas- en effet. Ça, il fait partie des coureurs qui ont gagné avec le maillot arc-en-ciel sur la fin de saison. Bon, quand tu es champion du monde début août, ça aide pour gagner avec le maillot arc-en-ciel sur le reste de l'année. Forcément. Mais enfin, voilà, quoi, il fait une saison énorme, Mathieu Van Der Poel. Qu'est-ce qu'il aurait pu vraiment faire de plus cette année que ce qu'il a fait? Bah, le Tour des Flandres. Hein. Ouais, alors, Oui. Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, championnat du monde, même Eddy Merckx, il l'a pas fait, celle-là. Faut bien commencer quelque part, en fait, le premier. Ah, tu poses une question, Johan te répond. Il aurait pu gagner encore plus, hein, mais... Effectivement, j'aurais adoré qu'il gagne à Fourmi, mais bon. Ah, là, par contre, la victoire à Fourmi, c'est quand même bien plus qu'une victoire sur le Tour des Flandres. Hein. Le Tour des Flandres, il l'a déjà, alors que Fourmi, pas encore. Ouais, mais Fourmi, avant que ce soit diffusé à la télé, il y a toujours un mec qui fait une attaque sortie de nulle part dans le premier circuit des monts à 120 bornes de l'arrivée. Il y a des coureurs qui viennent foutre la merde comme ça, sortis de nulle part, et ben là, oui, il l'a fait. C'était lui cette année. Et c'est pas mal d'avoir un champion du monde, un maillot arc-en-ciel pour faire ça. Franchement, Mathieu Van Der Poel, maillot arc-en-ciel qui attaque dans la côte du Bouquet sur les hauteurs de Ramouzy. Ah là, on Euh, parle au spécialiste on peut du Grand Prix de Fourmi. Hein. On peut pas faire mieux que ça. Bon voilà, en tout cas, le point Grand Prix de Fourmi est atteint, ça c'est fait. Anselme, plutôt sur Tadej Pogacar. Ouais. Tadej Pogacar, c'est l'autre coureur qui a gagné moult grandes courses cette année. À 2 monuments déjà. Ouais, mais il n'est pas champion du monde. Ouais, mais il a gagné la Flèche Wallonne. Ça te classe un coureur. Ah, donc tu mets au même niveau la Flèche Wallonne et les championnats du monde. Je note. Non, mais à cause de Valverde. Non, mais parce que sans sa chute à Liège, il pouvait prétendre à faire le triplé. Et puis, outre les monuments, enfin, il gagne Paris-Nice, le Tour de France, ok, il est battu, mais bon, il aura eu sa journée sans. Et enfin, sa saison, elle est hyper impressionnante. Le championnat du monde, il tombe sur un Mathieu Van Der Poel plus fort que lui sur, je pense, un circuit où Van Der Poel et Van Aert avaient de toute manière l'avantage sur Pogacar. Mais il a quand même répondu présent.
il a gagné et Lombardie et le Tour des Flandres, ce qui est on va dire une paire plutôt rare, plus que San Remo ou Roubaix, enfin en termes de profil. Il était déjà là quand même à San Remo, il était là sur le 3. Paris-Nice, il a complètement dominé. C'est une course de 8 étapes, il repart avec 3 étapes. Donc ça, plus déjà, après en début de saison, les courses espagnoles, c'est plus faible en prestige, même si le niveau était... c'est quand même les courses de début de saison où le plateau est toujours relativement solide pour du continental. Mais, et puis même sur les classiques italiennes, où certes, il a gagné qu'une, la plus importante, mais il a toujours été là, présent. Donc non, moi je pense, Pogacar sur cette saison, je le mettrais quand même un chouïa au-dessus de Van Der Poel, mais les deux, ça se joue. J'allais dire, pour reprendre la question de Geoffrey, qu'est-ce qu'il faudrait de plus à Van Der Poel ? Toi, tu dirais peut-être, Pogacar, il a été excellent tout au long de la saison ? Ouais, il aurait En comparaison ? gagné le Tour. Effectivement, Gagner Mathieu le Van Tour, Der c'est le Poel, seul par truc, moment, il brillait pas sur la route, il était champion du monde de cyclocross à la place. Pour ceux à qui ça parle. Franchement. Mathieu Van Der Poel aussi a gagné une course par étape avec le Tour de Belgique, de toute façon. Ouais, mais Pogacar, il lui manque que le Tour. Là, sur sa saison, il lui manque le Tour de France. Vraiment, où il aurait pu espérer. Derrière, je vois pas ce qu'il aurait pu faire plus sur les autres courses où finalement, il s'est toujours trouvé quelqu'un de plus fort sur le Tour de France aussi. Mais sur le Tour de France, on l'attendait. Et puis, il y aura toujours l'inconnu de la chute de Liège-Bastogne-Liège qui finalement l'a écarté quand même 2 bons mois. Et où, sans ça, il aurait peut-être pu faire plus. Enfin, Donc, s'il était là pendant les 2 mois, il y a peut-être Liège, on ne sait pas, mais à part ça, on lui rajoute, on lui rajoute le Tour de Slovénie à son palmarès, et c'est le seul truc qui aurait changé s'il n'avait pas eu sa blessure. Non, parce qu'il peut arriver plus en forme et gagner le Tour de France, et puis rien que tu lui rajoutes Liège-Bastogne-Liège, ça fait 3 monuments plus le triplé des Ardennaises, et rien que ça le met au-dessus de Van Der Poel. Ça le met au-dessus de Valverde, mais est-ce que ça le met au-dessus de Van Der Poel? C'est une attaque très très basse. Et oui, ça le met au-dessus de Van Der Poel. Déjà, il y aurait un monument de plus un triptyque qui a été fait que 2 fois dans l'histoire. Non, mais après, pour plus sérieusement, oui, si Pogacar gagne le Ronde de la Lombardie et le Tour de France entre les deux, là, oui, ça aurait été lui, mais voilà quoi. Ça aurait été la saison extrêmement parfaite. Mais c'est que le Tour, non seulement il le gagne pas, mais il le gagne pas avec 8 minutes dans la tronche, quoi. Oui, après les 8 minutes, c'est parce qu'il y a une étape où... C'est ça, il y a une étape où il perd pied, mais derrière, il gagne 2 étapes, il fait 3 ou 4 podiums. Bon. On est sur un tour à 8 minutes, les 7 minutes, c'est pas comme... Alors, oui, il a gagné, Anselme, mais les émotions. Oui, alors c'est... même Van Der Poel, ok, c'est sympa, mais en termes d'émotions... Ah, les émotions mondiales, t'en as pas eu? Honnêtement, moi j'espérais que Bettiol il aille au bout. Mais non, effectivement, après, c'est différent c'est comme Ijo Case qui tombe au Tour de Turquie. Il tombe, il arrache son boa, et puis tu dis, est-ce qu'il va finir? Mais c'est pas pareil que parce que c'est Van Der Poel qui te brille, et voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur ce moment où il compare les championnats du monde et une étape random du Tour de Turquie? Je pense qu'on est quand même sur le meilleur moment de la saison. La comparaison de Mathieu Van Der Poel, champion du monde, et Ilio Case, vainqueur d'une étape du Tour de Turquie 2013-2014 par là. Wow. Merci pour ce moment, Anselme. Je disais, on est sur un final, un mec seul devant, il tombe, il gagne quand même. T'aurais pu citer, dans l'exemple, il gagne pas, mais Christophe Mangin sur le Tour de France, plus dans sa ville, quoi. Mais non, dans le Tour de Turquie. Il gagne pas, justement. Il joue au caisse, il gagne. Et comme le dirait très bien le commentateur, victory for cycling. Oh là là là. Donc tu remets une petite dose de mauvaise foi, là, je sens. Si peu. Non, après, pour revenir sur Pogacar, il y a quand même une stat que je trouve assez incroyable quand je regarde ses résultats cette saison. C'est que il y a 4 courses seulement qu'il finit en dehors du podium, c'est-à-dire Milan-San Remo 4e. Et le podium qu'il y a devant lui en plus, à Milan-San Remo. C'est pas dégueu de finir derrière ces 3 mecs-là. Oui, voilà. Le Tour de Toscane 4e, 5e aux 3 Vallées Varesines et 21e au mondial contre la montre. Sinon, derrière. Il y a une course qui finit pas dans le top 5.
C'est incroyable sur une saison. En termes de régularité, ça doit être du jamais vu peut-être. Enfin, je sais pas, mais... Bah, en fait, le seul qui le match, c'est Vingegaard, qui fait Mais podium sur toutes les courses qu'il a fait. Oui, mais Vingegaard, c'est beaucoup plus linéaire comme type de course. C'est les courses Ah bah par oui, étapes, la c'est que montagne. de la course par étape. Et... Bah, surtout que Vingegaard, si tu listes toutes les courses qu'il a fait et que tu comptes pas les étapes, il y en a quoi? Il y en a 6. Donc, bon, Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Oui, c'est vite un peu plus rapide. Johan, toi qui n'as cité ni Tadej Pogacar ni Mathieu Van Der Poel avant de parler de ton choix sur Jasper Philipsen, si tu devais départager Van Der Poel et Pogacar, tu pencherais plutôt pour qui? Bah, je pense qu'on peut pencher pour Van Der Poel parce qu'il y a moins de loupés, on va dire ça comme ça, mais c'est kiff-kiff. Hein. Ouais, dans le sens où Van Der Poel, il est plus à cibler ses objectifs, mais c'est des objectifs qui sont moins ratés que Pogacar, peut-être? Ouais, les objectifs de Pogacar sont pas tellement ratés, mais il y a des échecs dans la saison que Van Der Poel a peu, et surtout le Tour des Flandres, quoi. Mais du coup, dans le terme de sensation, la sensation d'accomplissement n'est pas exactement la même. Pogacar, ça fait un peu répétitif par rapport. C'est surtout le Tour des Flandres en fait, qui change, mais sinon ça fait un peu répétitif par rapport aux années précédentes. Alors qu'en plus, il progresse, hein, il grimpe beaucoup plus vite que l'année dernière sur le Tour de France, mais ça suffit pas. Ouais, il y en a un qui grimpe encore plus vite. Ouais. Oui, ça, il y avait des débats avec des gens, tu sais, sur ouais, non, mais Vingegaard, c'est à peu près le même niveau que l'an dernier. Non. T'inquiète, hein, ça allait vite. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on parlait de la régularité de Pogacar. Pour Van Der Poel, ça serait pas faisable, même en regardant que sur des courses de son niveau. On va pas lui demander bien évidemment de faire podium sur le Tour de France. Mais Van Der Poel, qu'il ait une régularité en termes de résultats sur des courses qui lui conviennent sur l'ensemble de la saison, et en termes de nombre de courses courues aussi, ça serait peut-être plus compliqué pour lui. quand tu fais toutes les classiques, tu peux pas toutes les faire à fond. Donc, c'est compliqué d'avoir ce résultat-là. Typiquement, un Mathieu Van Der Poel qui va aller, je sais pas moi, au Srel de Price, il va le faire pour bouffer des bornes avant Roubaix et il va rouler dans le vent et tout ça, mais c'est pas lui qui va jouer la gagne dans le final. Bon, après, j'ai compté Pogacar et Van Der Poel au printemps étaient au départ de 6 classiques, de 6 courses d'un jour. Ça fait 3 victoires pour Pogacar, 2 pour Van Der Poel, avec Tour des Flandres, Amstel, Flèche d'un côté, et, ce qui est quand même pas mal, San Remo et Roubaix de l'autre. Johan, justement pour revenir sur ton choix, toi tu t'es porté sur Jasper Philipsen. Pourquoi t'as voulu choisir Jasper Philipsen juste parce que 19 victoires, coureur le plus victorieux de la saison, c'est ça qui est le plus marquant Oui, ou non, c'est mais davantage? c'est davantage. Il y a déjà eu des coureurs qui gagnaient 15 victoires par saison et il y en avait 8 sur le Tour du Langkawi et c'est pas forcément les coureurs les plus marquants. Ce qu'il a fait un peu en fin de saison, hein, avec le Tour Turquie d'ailleurs. Mais non, c'est parce que c'est actuellement le sprinter qui domine tout, qui écrase tout, qui est pas complètement intouchable, mais en même temps, enfin, qui est quand même largement une jambe au-dessus de tout le monde, qui est capable d'aller jouer la victoire sur Paris-Roubaix. Et tu peux presque te poser la question de s'il n'y a pas Van Der Poel, est-ce qu'il peut aller jouer la gagne ou pas, et pas être dans un rôle d'équipier, par exemple. Mais dans son domaine actuellement, c'est un must et intouchable. Ce qui, pour moi, elle met un peu dans la même catégorie que les autres coureurs sur lesquels on a parlé jusqu'ici. T'as pas forcément la polyvalence de Pogacar, mais c'est pas très différent du côté écrasant d'un Mathieu Van Der Poel, par exemple. Ouais, j'allais dire justement, est-ce que entre guillemets un sprinter peut être le meilleur coureur de la saison, mais Philipsen montre qu'il commence à être plus qu'un sprinter. Pas présent sur les classiques, pas encore sur les classiques avec dénivelé, mais sur Roubaix très 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 fort, largement au niveau de Van Der Poel ou de Van Aert. Et à voir si saison prochaine il essaye de s'étendre un peu plus ses capacités, parce que là du coup ça fait le Tour de France, il a écrasé, il a le maillot vert, il a gagné plein d'étapes, à voir s'il essaye de faire autre chose ensuite ou s'il continue comme ça. Et puis peut-être qu'il y a un créneau à prendre si Mathieu Van Der Poel se concentre un peu plus sur le VTT l'an prochain. Oui, enfin, Van Der Poel il va faire toutes les classiques à fond et après il fera le VTT, donc ça va pas changer grand chose. Ah, mais une situation où il y a le vent qui souffle dans un sens et qui gêne les attaquants dans Milan-San Remo et qui amène un sprint à 30, il peut très bien se retrouver à gagner Milan-San Remo, Philipsen, en plus de Paris-Roubaix. Bah, globalement les trucs de sprinter, hein,
Milan-San-Remo, Ganvegem, Roubaix. À travers la Flandre, il était pas très loin là cette année. Ah, il avait aussi remporté la Brugge de Panne, qui était une course aussi, aussi incroyable. Ouais, Ouais. qui, même s'il n'y avait pas un mètre de dénivelé, en termes de conditions météo, on était assez épique. Ouais, le vent remplaçait le dénivelé, là. Suffisait de voir Groenewegen et Demar qui pètent sur un pont d'autoroute, t'as vite compris. Geoffrey, justement, sur la saison de Jasper Philipsen, qu'est-ce que tu en dis par rapport aussi au choix de Johan de le désigner comme coureur de l'année? On savait qu'il allait passer un cap depuis qu'il avait fait podium au Grand Prix de Fourmies, donc c'est pas une surprise qu'il se retrouve à être parmi les meilleurs sprinteurs du monde aujourd'hui. Non, plus sérieusement, le nombre de victoires, comme on l'évoquait, c'est un peu que surévalué par rapport au Tour de Turquie en fin d'année et toute la palanquée d'un point qu'il a gagné courant septembre. Il y a quoi, le championnat le championnat des Flandres, pardon. Il y avait Royx et Chony. Et Mais Elfsteden Rice aux Pays-Bas. voilà. La course des 11 villes, si tu veux le traduire. Voilà, c'est quand même plus simple à dire comme ça. Non, après, le nombre de victoires pour un sprinter comme ça, qui en est 11, qui en est 19, c'est presque pareil. Ça dépend plus du nombre de courses qu'il a fait, où il a été, parce que tu peux vite te retrouver à en enchaîner beaucoup. Mais quitte à évoquer une stat sur ses sprints, en plus il y a les semi-classiques flandriennes, il y a 4 étapes du Tour. Mais ça suffit pas à en faire le coureur de l'année quand même. Oui, parce que pour toi, en face, il y a des coureurs qui ont fait encore plus incroyable. Franchement, il se retrouvait, toutes les victoires qu'il a au sprint, les 4 sur le Tour, s'il gagnait un Paris-Roubaix à côté, ça suffit pour moi à le mettre dans le podium de l'année. Mais pas numéro 1 non plus. Ah, tu sors qui du podium de l'année, du coup? Entre les trois, tu sors lequel? Ouais, Vingegaard numéro 4. C'est plein de victoires, mais il n'y a pas vraiment de saveur particulière. Justement, j'allais vous lancer Non, mais sur... à partir du moment où on se lance, de toute façon, sur un truc fiction, mais si on change ce résultat-là, on peut tous les changer. Hein. Oui, forcément. Justement, Geoffrey, tu as évoqué un peu Jonas Vingegaard. Je voulais justement vous poser la question de pourquoi est-ce qu'aucun de vous trois n'a cité Jonas Vingegaard, qui pourtant a gagné énormément de courses, hein, le Tour du Pays Basque, le Critérium du Dauphiné, le Tour de France pour la deuxième fois avec une avance incroyable dans les Alpes, et deuxième du Tour d'Espagne, qu'il aurait pu gagner si c'était pas son coéquipier devant. Est-ce que... Parce qu'il se contente de laisser gagner son coéquipier alors qu'il a l'occasion de marquer l'histoire du cyclisme, parce que les courses sur lesquelles il gagne, on se fait chier. Franchement... Ça, c'est pas vrai, les courses, on se fait chier. Les courses par étapes cette année chez les mecs, c'était très chiant. Et Paris-Nice, le Tour du Pays Basque et le Tour de France, c'était les trois plus intéressantes. Hein. Donc, ouais, Paris-Nice, il le gagne pas. Oui. Ça, mais il y a une manque de prise de risque, et de panache dans ces... il arrive en tant que favori, et puis il gagne de la manière dont il s'attend où il gagne, et puis au final, son calendrier, on l'a dit, il fait 6 courses. Tu forces. Il attaque dans le Tourmalet à 50 bornes de l'arrivée. Hein. Enfin, c'est pas une prise de risque parce qu'il a des jambes de débile. Mais... Quand il est sur les freins par moment pour être sûr que ce soit qu'il gagne pas la Vuelta sans faire exprès, déjà ça en dit beaucoup sur le résultat, sur le niveau de prestige de la Vuelta. Hein, c'est limite, c'est un critérium, tu le donnes à ton coéquipier. Enfin voilà quoi, la Vuelta, la Vuelta est au Tour et au Giro ce que Ganvevelgem est à Paris-Roubaix au Tour des Flandres. C'est bien, mais t'exagères un peu. C'est en dessous. Ouais, Ganvevelgem c'est plus prestigieux. Tu vas nous énerver en scène, voilà. La mauvaise foi à chaque fois. Johan, mais parle de Jasper Philipsen, mais je préfère la saison de Philipsen à celle de Vingegaard. Alors certes, Vingegaard, il a des victoires plus prestigieuses, mais celle de Vingegaard, de Philipsen, elle est bien plus intéressante. Parce que ce soit en pur sprinter, il allait sur des classiques, il a su prendre des risques. Et au final, je trouve sa saison beaucoup plus aboutie que celle de Vingegaard, qui en soi une sorte de déroulé d'un plan prévu. Et puis, il est le meilleur, point barre. C'est-à-dire que toi, il y a un côté où tu lui en veux de pas mettre la manière en plus d'être le plus fort? Ouais, je sais pas de la manière, mais comme l'a dit Geoffrey, la Vuelta, clairement, la déception. On s'est retrouvé à avoir 3 gars qui roulottaient devant parce qu'il fallait faire gagner un tel. C'était terrible. C'était plus proche du critérium de Saitama qu'une vraie course. Presque. Bon après, si aucun de vous trois ne met Jonas Vingegaard meilleur coureur de l'année,
en remportant le Tour de France, en faisant 2e de la Vuelta et en remportant 2 autres courses par étape pour le Tour. Ça veut dire quand même qu'on a quand même quelques coureurs qui nous sortent des saisons assez monumentales, comme l'ont fait Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel aussi. Mais après, on a 5-6 coureurs qui sont au-dessus de tout le monde, donc forcément, et vu qu'il n'y en a pas un qui gagne tout, on sait que en fait, toutes les grosses courses ont été remportées par le même paquet de coureurs de manière à peu près égale, et donc forcément, il n'y en a pas vraiment un qui sort du lot, et des gars qui font une très grosse saison sont finalement derrière d'autres. Geoffrey ? Je veux dire, pour Vingegaard, s'il se retrouvait à être sacré premier, ce serait un peu à la mode Vélo d'Or, où il y a tout le monde qui le met 2e ou 3e des meilleurs coureurs de l'année, mais pas vraiment premier dans le lot. Et puis après, pour le nombre de coureurs, il y a des années où il y a aussi peu de vainqueurs, si on cumule les grands tours, les monuments, et les mondiaux, les seules fois où il y avait moins de vainqueurs, ou aussi peu, c'est parce qu'il y avait Eddy Merckx. Oui, là maintenant, ils sont quelques coureurs à se partager pas mal de courses. C'est forcément quand on voit que 2 coureurs remportent 4 monuments sur 5, quand on a une équipe qui remporte les 3 grands tours, bon. Mais c'est vrai que si on marque la différence entre Vingegaard et Pogačar, c'est le côté genre Pogačar il va viser le Tour, mais il va quand même faire les classiques, il va quand même un peu partout. Vingegaard, on attend de le voir mettre les pieds autour de Lombardie, ou sur Liège-Bastogne-Liège, ou sur quelque chose d'autre, quoi. C'est-à-dire que c'est un coureur un peu qui est maintenant qui mise tout sur les courses par étapes et au final qui ne fait plus que ça, puisqu'il a couru aucune course d'un jour cette saison. C'est le cyclisme de stage, là. C'est je vais faire mon stage, je me mets en forme, je vais sur la course par étape, je gagne des courses par étape. Je repars une semaine de repos, je vais refaire mon stage. Effectivement, en course, il bouge quand même, faut pas abuser, quoi. Mais c'est pas un coureur inactif, mais c'est pas passionnant dans le parcours. Bon, voilà, en tout cas, sur ce qu'on pouvait dire, je suppose que vous auriez encore beaucoup à dire concernant le coureur de l'année, je rappelle vos votes, Mathieu Van Der Poel pour Geoffrey, Tadej Pogačar pour Anselme et Jasper Philipsen pour Johan. On va passer à présent à la coureuse de l'année, là on part côté féminin. Johan, pour commencer, quel serait ton vote pour la coureuse de l'année de cette saison 2023 ? SD Works. Non, mais demi-Voloring, du coup, s'il faut choisir. Geoffrey ? Lotto Kopecky. On reste chez SD Works, évidemment. Et Anselme ? Annemiek van Vleuten. Ah, il fallait bien citer Movistar dans ce podcast, c'est fait. Voilà. Bon, on va commencer déjà par rapport au SD Works. Déjà, Johan, toi qui avais commencé sur Demi Vollering, le fait qu'elle remporte le Tour de France, elle remporte également, je remonte ses résultats, c'est aussi le triplé ardennais, qui a peut-être pas forcément la même place dans le calendrier, dans l'histoire que chez les garçons. On a Estrade Bianche, 2e sur le Tour des Flandres, probablement sa meilleure saison. Et là, le fait aussi que cette année, elle se montre la meilleure grimpeuse du monde. Oui, globalement, le fait qu'elle soit... quand elle perd des courses, il y a presque des circonstances à chaque fois. C'est pas sur le plan physique, c'est pas sur le plan de la domination. C'est soit qu'elle le donne à une équipière, soit qu'elle se fait piéger sur une pause pipi sur le Tour d'Espagne. Au passage, le Tour d'Espagne féminin, meilleure course par étape de la saison. Ah, il y avait eu des rebondissements avec Annemiek van Vleuten qui est la Movistar qui met un coup de vis quand Vollering s'arrête. Mais voilà, il y a beaucoup de victoires, il n'y a pas beaucoup de défaites. Elle a été la meilleure toute la saison. Elle a écrasé un peu partout où elle est passée, quoi. Par rapport à ces saisons précédentes, on voit que d'année en année, elle progresse. Là, elle est presque, elle peut pas aller plus haut maintenant. Là, de toute façon, elle peut difficilement aller plus haut. Après, la question, c'est qui pourrait rivaliser maintenant. Et déjà, tant que Lotto Kopecky sera dans la même équipe sur les classiques, ça va être compliqué. Tant qu'elle sera SD Works, globalement, il y aura plein d'équipières au même niveau. Typiquement, Marlene Rosser a été très embêtante sur les courses par étapes pour les adversaires de la SD Works, parce que tu avais quelqu'un qui était là, capable d'être dans les top 5, 10 meilleures grimpeuses à chaque fois, et dès qu'il y a un bout de plat, elle enfume tout le monde, quoi. Donc, il y a eu ce côté-là qui, en plus, a assis la domination, mais physiquement, effectivement, il n'y a personne qui la tient aujourd'hui. Et même si tu peux te demander ce que certaines coureuses pourront faire peut-être plus tard en montagne ou sur des terrains spécifiques, sur le global, elle est intouchable actuellement. Alors, Geoffrey, Johan au début disait SD Works dans la globalité, puis a fini par partir sur Demi Vollering. Toi, tu pars sur l'autre SD Works qui a marqué la saison, Lotto Kopecky. Pourquoi Kopecky en particulier ? Même si j'ai ma petite idée. Hein.
L'Otto Kopecky, parce que voilà quoi, elle est triple championne du monde cette année. Triple championne du monde, en plus de ça, des titres de championne d'Europe, elle gagne le Tour des Flandres, elle fait deuxième du Tour. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que Vollering fasse la saison qu'elle a fait, qu'elle gagne le Tour, qu'elle fasse le triplé ardennais et tout ça? Oui. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que l'Otto Kopecky gagne des titres mondiaux sur la route et sur la piste, qu'elle gagne le Tour des Flandres et tout ça? Oui aussi, mais en plus de ça, elle a été faire deuxième du Tour. Elle finit sur le Tour devant, Devant toutes les comment autres, dire, sauf Vollering. devant toutes les autres sauf Vollering, voilà. Enfin, elle finit devant Van Vleuten sur le Tour, voilà. Ansel met meilleure coureuse de l'année, une coureuse qui termine sur le Tour derrière une pistarde qui a gagné le Tour des Flandres. Alors on va rappeler au cas où pour l'Otto Kopecky, les 3 titres de championne du monde, c'est bon déjà sur la route à Glasgow et aussi quelques jours avant la course au point et la course à l'élimination sur la piste. Voilà pour faire le rappel au cas où. En rajoutant une petite médaille sur l'Omnium au passage. Tout à fait, médaille de bronze. Donc ça lui avait fait quand même de jolis mondiaux, mais du coup toi et Geoffrey c'est plus l'aspect surprise qui te fait départager Vollering et Kopecky. L'aspect, il y a l'aspect piste aussi, hein, je vais pas le cacher. De toute façon, pour faire un choix comme ça, c'est impossible d'être complètement objectif, donc il y a une part de subjectivité. Coureuse qui brille toute l'année. Moi, je veux des coureurs et coureuses de l'année, c'est des coureurs qui ont des grandes victoires dès le mois de janvier. D'où ton choix de la piste et du cyclocross, je comprends. Donc ça sera pas le cas pour Kopecky l'année prochaine, du coup, j'ai visé les JO. Elle sera peut-être au championnat d'Europe à Apeldoorn. Franchement, elle part de chez elle, en 1h30 de route, elle est au Vélodrome, elle peut rentrer dormir le soir chez elle et être championne du monde dans la journée. Hein. Championne d'Europe. Oui, si c'est ça lui fait pas un gros déplacement, ça va. Et du coup, par rapport à la saison de l'Otto Kopecky, j'ai l'impression quand même de comprendre, parce que Johan disait aussi que de manière globale, la SD Works a encore une fois dominé la saison, et que ça se joue notamment sur Demi Vollering et l'Otto Kopecky, qui ont quand même à L2 pas moins de 31 victoires, c'est pas rien. Surtout à L2, elles font 1 et 2 ensemble. Quoi, il y a les Strade Bianche, il y a le Tour des Flandres, l'Amstel, le Tour de France, le Tour, les mondiaux. Alors qu'elles étaient même pas dans la même équipe. Hein. Donc ouais, ça fait quand même un sacré palmarès. À L2, par rapport à tout ça, est-ce qu'on peut dire que SD Works domine trop sur l'ensemble de la saison? Il y a une course cette année, je crois que c'était au Tour de Turin, il me semble, je suis pas sûr. Je crois que c'est ça, ouais. Où elle s'amusait à faire gagner une équipière différente chaque jour. Donc ça devient un peu gênant quand même à un moment. C'est genre, on peut faire des courses normalement. Et tout. On se plaint dans le cyclisme masculin de tous les meilleurs coureurs dans la même équipe et tout. Dans le cyclisme féminin, là, c'est vraiment un peu gênant, quoi. Parce que comme il n'y a pas en soi, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme budget pour tirer un peu toutes les coureuses que tu veux. Donc, si les coureuses d'elles-mêmes se répartissent pas dans des équipes différentes, tu peux très facilement tout accumuler dans la même équipe. Ouais, surtout qu'avec SD Works, on a aussi une des 2 meilleures sprinteuses de la saison du peloton, parce qu'on a aussi Charlotte Koch qui est bien montée, mais Lorena Wiebes est chez SD Works. On a Marlene Reusser, qui est très probablement la meilleure rouleuse du peloton. La championne d'Europe, Micha Bredevold. Tu peux rajouter un peu de cyclocross par-dessus avec Marie Schreiber et Cata Blancavas. Voilà, tout à fait. Donc ça fait beaucoup de monde. C'est une équipe qui concentre les meilleures coureuses. C'est ça qui explique la domination d'SD Works. Oui, puis cette année, je trouve que ils ont mieux bouché les trous que les années précédentes, où des fois, il y a vraiment des conneries tactiques sans nom. Là, il n'y a pas eu tant que ça cette année. Il y a eu des bêtises, mais en soi, un peu plus simple. Et puis, le fait d'avoir Kopecky Vollering qui vraiment évolue à des niveaux incroyables, ça a bouché un peu les occasions pour les adversaires. Quoi. Geoffrey ? Ouais, et puis il y a eu aussi le fait que certaines adversaires étaient un peu plus fortes les autres années, comme Elisa Longo-Borghini, par exemple, qui était bien meilleure. 2021 ou 2022, ces saisons sont beaucoup plus abouties que 2023. T'as en concurrente régulière une Kasia Niewiadoma que tout le monde a envie de voir gagner les gros trucs, mais qui visiblement... Elle a réussi à gagner cette saison. Hein.
Le mondial de Gravel. Ouais, mondial de Gravel. Après Nevadoma, au moment, j'ai cru qu'elle allait gagner le tour. Hein. Je t'avoue qu'il y a eu... il y a eu quelques minutes où je me suis dit, oh la vache. Mais Quelques minutes seulement, c'est un peu court. Malheureusement. c'est pas... Mais c'est déjà ça. c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal déjà. Justement, Johan, pour revenir sur l'opposition Vollering-Kopecky, pour finir par rapport à ça, pourquoi plutôt Vollering que Kopecky, si on a comparé seulement les deux? Parce que entre les deux, globalement, je sais pas, j'ai trouvé Vollering plus intouchable que Kopecky. Puis c'est un peu plus diversifié aussi, du coup. Enfin, le Tour de France c'est spécial parce qu'avec une seule étape de montagne aussi, mais c'est un peu plus varié chez Vollering comme terrain. À vous, tu dis pas Kopecky parce qu'elle a fait du cyclocross que pendant l'année de Covid et que depuis elle est repassée à la piste. Moi j'aurais pu dire Femme Van Empel, hein, sinon. Anselme, toi qui fais figure un peu d'observateur neutre à ce sujet entre Vollering et Kopecky, qui t'a le plus marqué sur cette saison? Eh bien, Annemiek van Vleuten. Étant neutre, je place en premier celle dont j'entends le plus parler. Alors certes, j'ai entendu parler des SD Works, mais j'ai plus entendu parler de Van Vleuten. Est-ce que c'est parce que c'est un monument qui prend sa retraite? Est-ce que c'est parce que je follow le compte Movistar sur Twitter? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'en ai entendu plus parler. Je pense qu'il y a des indices qui se recoupent, mais... Ouais, peut-être. Mais outre le fait que effectivement les SD Works, elles ont clairement dominé la saison, et Johan faisait le parallèle avec les hommes, mais il y a le côté un peu où le peloton féminin est hyper hétérogène comparé au peloton masculin, et où dès que tu attires toutes les meilleures dans les équipes, derrière, ça me semble, hormis le Women's World Tour, les équipes continentales, elles me semblent quand même très en dessous en termes de niveau. J'ai l'impression qu'hormis 2-3 équipes qui ont un lien avec des équipes masculines, derrière, c'est quand même, on est vraiment sur du continental et pas sur l'équivalent pro team des hommes. Donc après, je connais pas hyper bien tout le cyclisme féminin, mais là, la vision que j'en ai, c'est que c'est quand même très disparate en termes de niveau. Après, c'est comme chez les hommes où Evenepoel émile tout le monde sur les étapes autour d'Espagne. T'as Pogacar, Van Der Poel qui émile tout le monde sur les classiques. T'as un peu ce côté-là. Pour le coup, les courses ont été parfois plus serrées qu'au Tour de France où t'avais deux qui se barraient tout seuls et puis derrière ils regardaient, ils faisaient attends, ok, d'accord. Et comme côté masculin, si tu fais le bilan de l'année, tu as une équipe où, si tu regardes le résultat, tu bugs un peu en te rendant compte que c'était une équipe qui techniquement n'était pas au World Tour, avec Serra Tizit côté féminin. C'est vrai que bon, après oui, il y a des... comme on a côté masculin avec l'Auto Destiny où il sera le premier tech qui font partie des 18 meilleures équipes, mais qui ne sont pas en World Tour. Alors, on a forcément le même cas aussi avec parfois les bizarreries des calendriers, des classements. Oui, avec notamment IF qui redescend chez les femmes. Oui, parce qu'ils veulent changer de structure. Voilà, c'est une nouvelle structure, c'est pour ça. Ok. Le sponsor, il a dit, il aurait fait à l'envers du coup et avoir fait une structure à côté. Et du coup, pour revenir sur ton choix, qui était Van Vleuten à la base, le Giro et la Vuelta, c'est quand même pas trop mal. Oui. Après, j'avais vu passer les épisodes de la Vuelta parce que ça avait fait beaucoup parler. Mais elle a gagné. Hein. Tout à l'heure, on disait Vingegaard, il n'a pas été capable d'attaquer et de gagner. La Movistar l'a fait. Et le Giro, elle gagne avec 3 étapes sur 9, c'est pas mal. Et puis, effectivement, sur le Tour de France, on va dire que c'est le poids des années qui se fait sentir. Voilà, Anselme, là, tu parles de victoire, mais les émotions. Les émotions, c'est une championne du monde qui gagne 2 grands tours dans la saison, donc c'est beau. Le maillot irisé, c'est les émotions par définition. T'aurais aimé un surtout le maillot irisé T'aurais aimé un maillot arc-en-ciel chez Movistar qui gagnait un grand tour. Hein. Ouais, mais on peut pas tout avoir. Déjà, il l'a gagné. Déjà, il était chez les hommes, chez Movistar. C'est déjà pas mal. Hein. 2 fois en plus. Mais bon, la victoire de Rui Costa, elle a un goût amer. Geoffrey, Johan, un petit mot sur la saison d'Annemiek van Vleuten. Elle n'a pas gagné le Tour de France, même pas sur le podium, 4ème à l'arrivée au final. Mais ça fait quand même une bonne saison pour sa dernière. Non, mais c'est bien, c'est pas mal. Non, mais je dis par rapport à ce qu'elle a pu faire avant. C'est sûr que bien évidemment, quand tu gagnes le Giro, la Vuelta, tu peux rajouter le Tour de Scandinavie en course par étape pour le Tour en plus. Voilà, bien évidemment que c'est une bonne saison, que c'est loin d'être à chier. Elle était moins bien que l'année dernière, elle n'a pas existé vraiment sur les classiques, elle était moins forte en montagne,
C'était un peu plus Sachant- acide. Ça s'est vu sur la fin de Giro, où, globalement, elle lâchait plus Realigny et Labous, mais Sachant après, oui. Vas-y. pas exister sur les classiques, ça veut quand même dire que tu fais top 10 de Liège, de la Flèche, et t'es à un rien de faire podium d'Estrade Bianche. C'est quand même pas trop mal. Mais Et top 10 aux mondiaux, si je dis pas de bêtises. ouais, tout à fait, 8e. 8e, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être le côté où ça fait quelques années qu'on l'avait pas vu, qu'on ne l'avait plus vu vraiment dominer tout le monde un peu. Bon, après, elle a la quarantaine aussi, et puis plus ça avançait dans l'année, enfin, son été, ça prenait vraiment plus la forme d'un grand jubilé que d'une concurrente qui allait être là pour vraiment jouer la gagne. Oui. Forcément, dernière saison chez les pros à 41 ans, le poids des années finit obligatoirement par peser. Ce qui fait donc une deuxième quarantenaire mythique, en tout cas grande quarantenaire, à prendre sa retraite chez la Movistar sur 2 années d'affilée. Mythique, c'était le bon mot. C'est bon. Pas le corriger. L'occasion quand même de rappeler qu'elle est passée pro 4 ou 5 ans après Marianne Vos. Et que Marianne Vos est toujours là. Et Vos, elle s'est passée pro plus jeune, non? Ah bon? Enfin, j'en sais rien. C'est une question. Elle était passée très très jeune. Hein. Van Vleuten est passé pro en 2008. Elle avait 26 ans déjà. Marianne Vos a son premier titre de champion du monde à 19 ans. Ses 2 premiers titres à 19 ans. Oui, j'étais sur la route. Techniquement, son anniversaire n'était pas encore passé pour Sud Cyclocross. Ah, je sais plus. Donc oui, on a encore un monument qui n'a pas pris sa retraite, Marianne Vos, hein, qui a vécu, elle, une année encore un petit peu plus compliquée, mais toujours là, toujours présente. Elle a encore 2 années de contrat chez Jumbo-Visma, qui donc, on l'a dit, l'an prochain deviendra Visma Lease a Bike. Voilà, donc sur ce qu'on pouvait dire sur débat coureuse de l'année. On va finir par un dernier mot sur les révélations de l'année. Anselme, déjà, toi, qui est la révélation de l'année de cette saison 2023? Félix Gall. Pourquoi Félix Gall? Outre ses très bons résultats, il s'est imposé à partir du mois de juin. Enfin, il s'est vraiment révélé et imposé comme un des tout meilleurs grimpeurs du peloton. Ses résultats étaient loin d'être mauvais, hein, sur que ce soit avant ou les saisons précédentes. Il avait su être présent sur des courses. Enfin, l'année dernière, il faisait 6e du Tour des Alpes. Mais avec sa victoire sur le Tour de Suisse, puis ensuite son niveau sur le Tour de France et notamment sur l'étape du Markstein, où il est clairement le 3e homme avec Pogačar et Vingegaard, pour moi, c'est typiquement la définition d'une révélation. C'est le coureur qui est un solide coureur et puis qui va arriver et performer au niveau des tout meilleurs. Maintenant, il faudra voir l'année prochaine si on aura la confirmation du niveau de Félix ou si c'était son été un peu one shot. Mais clairement, je ne l'attendais pas à ce niveau. Et Ça fait partie un peu des coureurs qui ont besoin de trouver le bon environnement pour performer au mieux, parce qu'il était passé pro chez Sunweb, devenu ensuite DSM. Un environnement dans lequel il avait visiblement, de ce qu'on a pu en comprendre, plus de mal à s'exprimer, relativement peu de courses. Je crois que c'était Julien Jordi qui disait que 2022, il avait fallu faire un peu une année de remise à niveau pour arriver à ce qu'il exploite pleinement son potentiel. C'est un peu tout ça peut-être d'arriver à trouver le bon environnement pour performer. quand on voit ces saisons, c'est vrai qu'il courait très peu. Et puis Sunweb, on sait que c'est pas toujours. Ils ont une politique un peu avec un nombre de contrats qui vont pas à leur terme assez impressionnante pour le cyclisme professionnel. Donc c'est clair que ça peut être une explication au fait qu'il n'ait pas pu aller à son plein potentiel. Enfin, quand on voit l'année 2020, alors certes, il y a eu le Covid, tout ça, mais bon, il fait le Tour des Alpes uniquement avant la période Covid, et derrière, il fera le Tour de Tchéquie, puis il abandonnera toutes les courses, ou ne prendra même pas le départ des courses auxquelles il est inscrit,
à savoir juste une flèche wallonne, Plouay et puis les championnats du monde et les nationaux. Donc je peux comprendre, enfin ça m'étonne pas qu'il soit arrivé chez AG2R en se disant bah ce serait cool d'avoir un programme un peu plus sympa et notamment des grands tours parce que pour un grimpeur, difficile de s'exprimer sans avoir fait des grands tours qui, outre le terrain de jeu qu'il propose, donnent de la caisse supplémentaire pour évoluer au niveau World Tour. Bon, donc, Félix Gall, ton choix, ta sélection pour le coureur révélation de cette année 2023. Geoffrey, tu pencherais pour qui, toi, comme révélation de cette année 2023 ? Ben Illy. Le gars, il avait quoi? 4 top 10 chez les pros, max, avant cette année. Ouais, champion d'Irlande du contre-la-montre. Alors, si on met de côté les championnats d'Irlande. Mais oui, c'était première saison pro, l'année 2022 était pareil. Ce qui est normal aussi pour un néo-pro. Forcément. Mais voilà, quoi, il gagne des courses dès le début de l'année, pas de très haut niveau, mais il y a quand même des victoires en Pro Series. Il fait le podium de l'Amstel, il fait combien à Liège? 4e. 4, j'ai dit 4, j'ai hésité avec 5, mais non, c'est Meadows qui fait 5. Il fait 4e. Mais à Liège, il fait un Giro de taré dans la foulée où il gagne. Je vais dire, forcément, c'était un peu moins présent en fin de saison, mais il a regagné quand même au Luxembourg. Enfin, ce qui n'est pas énorme, mais enfin, quand même. C'est fou la saison qu'il a fait. Oui, c'est peut-être le coureur qui est parté peut-être le plus loin, encore plus que peut-être que Félix Gall, dont parlait Anselme juste avant. Ouais, à peu près, il avait quelques petites références à droite à gauche, mais rien qui laissait supposer une telle explosion cette année. Et puis c'est vrai que le moment marquant un peu de sa saison, c'est quand on le voit essayer de s'accrocher à Tadej Pogačar sur l'Amstel Gold Race. On l'avait déjà vu sur quelques courses auparavant, notamment deuxième de la Flèche Brabanson derrière Dorian Godon. Mais sur cet Amstel, se dit, oula. C'est ça, sans vouloir mépriser Dorian Godon, quoi. Si on se disait Ben Illy, il est dans le final d'une course avec Dorian Godon et c'est serré entre les deux. Voilà, quoi, passer dans la foulée à essayer de rivaliser avec Pogačar. Et dans la foulée, et un mois plus tard, elle a gagné une étape du Giro. C'est là qu'on se dit que Dorian Godon aurait pu accrocher Pogačar à l'Amstel Gold Race. Ah, peut-être, hein, peut-être. Hein. Parce qu'en plus, derrière, il y a Kroon aussi qui s'était fait lâcher par Ben Illy et Godon là, sur la Flèche Brabanson. Donc, c'est que à ce moment-là, il était quand même à un niveau très, 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 très costaud, quoi. Bon, voilà, pour Ben Illy, lui aussi, un des coureurs qui a marqué cette saison 2023 et qui partait quand même d'assez loin par rapport à ses performances précédentes, hein, l'Irlandais qui a couru en 2023 sa deuxième saison chez les pros, faut quand même le rappeler évidemment. Johan, pour terminer, pour toi, qui est la révélation de l'année, la saison 2023 ? Pour moi, quelque chose un peu semblable à ce qu'Anselme a pris pour les hommes. Moi, je vais choisir Gaia Realini pour le cyclisme féminin, parce qu'il, l'année dernière, elle s'annonçait comme la nouvelle petite grimpeuse de poche, ultra légère, qu'on allait voir dans les étapes de montagne, en haute montagne, un peu moins sur le reste de la saison, et qui a été hyper solide toute la saison, qui a monté sur des podiums de grand tour, qui a été à l'aise sur des bordures, notamment en UAE au début de l'année, sur des parcours qui ne correspondent pas forcément à son profil, et qui a été hyper solide tout du long, qui a fini l'année un peu cramée, notamment qui n'a pas réussi à gagner le Tour de l'Avenir alors qu'elle était normalement la favorite, mais qui se révèle comme étant une de celles avec, par exemple, la Boost qui jouera les grands tours sur les prochaines années. Gaia Realini, dans le modèle grimpeuse de poche, elle se place très bien, mais c'est vrai que l'interrogation... Elle fait 40 kilos, non? Je crois qu'elle fait 40 kilos, il n'y a pas grand-chose. Ouais, dans ce qui est annoncé sur Pro Cycling Stats, c'est 1m50 pour 40 kilos. Donc forcément, prend pas énormément de place dans un peloton. Je pense pas qu'on va l'avoir gagné Paris-Roubaix dans sa carrière. Non, mais c'est des mensurations pour faire 3e du Giro, ça. Ah, puis pour une première saison en World Tour comme ça fait quand même très solide. C'est vrai que justement, il y avait ce que tu disais un petit peu, Johan, l'interrogation qu'on pouvait avoir vis-à-vis de son physique. Qu'est-ce qui va se passer pour elle en dehors de la montagne? Là, ça a été quand même... les doutes ont été quand même plutôt bien dissipés. Ah oui, elle est solide, elle marche bien, même dans des cols roulants, où il faut avoir un peu de force, elle avait de la force. Donc c'était vraiment très, très intéressant à voir, sa saison. C'est un peu elle qui a porté la Trek sur pas mal des courses de la saison, alors que l'année dernière, la Trek, c'était l'équipe un peu qui gagnait, qui avait
La Vista et tout, là, cette année, c'était compliqué pour eux, et Gaillard-Rigny les a bien soulagés toute l'année, quand même. Et justement, cette équipe Trek, elle a vraiment beaucoup de monde qui pourra la protéger dans la plaine si besoin. Bah, jusqu'à loin, hein, parce que les Alongo Borghini, ça va aller loin dans l'école. Hein. Non, mais je veux dire, sur une étape toute plate qui pourrait être piégeuse dans une course par étape, Oui. il y a du monde autour d'elle. Est-ce que peut-être l'année prochaine, ça peut être la principale rivale de Demi Vollering en montagne? Ou c'est un peu tôt encore? Bah, c'est déjà le cas un petit peu, parce qu'avec le retrait de Van Vleuten, c'est elle qui est la meilleure grimpeuse derrière ça. Hein, donc, à voir Niva Doma si elle continue à progresser ou pas sur ce genre de choses. Mais celle qui s'affirme dans ce rang-là, ouais. J'avais notamment souvenir des dernières étapes de la Vuelta où elle suit Van Vleuten, puis elle est la seule à suivre Vollering. Sur les 2 dernières étapes, bon, faudra voir si elle arrive à confirmer l'année prochaine, mais elle semble quand même très bien partie pour jouer les tout premiers rôles, quoi. Si Vollering ne se décide toujours pas à venir sur le Tour d'Italie, il y a une première place peut-être à aller chercher. Bah, sur le Tour d'Italie ou sur le Tour d'Espagne, à voir ce que Vollering fait l'année prochaine. Si elle veut se concentrer beaucoup pour les JO, le Tour de France, à voir s'il y a des opportunités. Après, à voir aussi ce que la Trek veut faire à Gaillard-Rigny. Parce que c'est bien de l'avoir sur le Tour de France aussi, à pouvoir rivaliser avec tout le monde. Oui, forcément, puis à son âge, elle aura 23 ans l'année prochaine, 2e année en World Tour, peut-être pas non plus trop charger la mule d'un coup. Il faudra surveiller son planning en tout cas, mais il faudra faire très attention à Gaillard-Rigny l'année prochaine en montagne, et pas que. J'ai bien compris tout ce que vous avez dit à propos de Gaillard-Rigny. Bah écoutez, voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On a pas mal débattu sur le français, la française de l'année, le coureur, la coureuse de l'année, et les révélations de l'année. Bref, ça fait pas mal de coureurs dont on a parlé, de coureurs, de coureuses également. Comme je l'avais dit en introduction de ce podcast, vous aurez bien jusqu'à la fin du mois de novembre, même jusqu'au 1er jour de décembre, pour voter sur le forum. On vous mettra le lien pour les récompenses du groupe Eto, à voter sur un bon nombre de catégories. On a beaucoup, ça va jusqu'au moment what the fuck de l'année, c'est vous dire si vous aurez du choix dans les catégories. En tout cas, nous, du côté de Chasse Patate, eh bien, c'était le dernier podcast de cette année 2023. Alors bien évidemment, on va se retrouver l'année prochaine hein, pour la nouvelle saison, on manquera pas ça. Et puis en attendant, on va pouvoir passer l'hiver avec du cyclocross, de la piste, bref, évidemment, le cyclisme ne s'arrête pas, bien évidemment. Puis en salle me rappellera qu'il y aura aussi des courses en Amérique latine. La saison n'est pas finie. Hein. Tout à fait. Elle vient de commencer d'ailleurs. C'est ça, ouais. C'est même le début de la nouvelle saison. Voilà, puisqu'on est déjà en 2024. Sur route pour l'UCI. Bref, bon, en tout cas, moi de vous remercier. Déjà, Johan, Anselme et Geoffrey pour avoir été avec moi aujourd'hui dans ce podcast. Et puis aussi à vous trois et à tous ceux qui sont venus participer cette année, cette saison dans Chasse Patate pour ce podcast. Merci beaucoup à vous également qui nous avez écoutés sur les différentes plateformes. On se retrouvera donc en janvier, dans un petit peu plus de 2 mois, allez, à peu près 2 mois, pour la nouvelle saison sur route. Et en attendant, pour passer l'hiver tranquillement tous ensemble à parler vélo, eh bien, vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup, et à bientôt dans Chasse Patate!